Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
wake pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufoba sumanga na tuma yo Lufoba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Elle est là. Est-ce que le son passe bien? Est-ce que le son passe bien? Est-ce que bon, je crois que le son passe bien. Voilà, ok. C'était le tout dernier réglage à faire. Bon. On se retrouve encore ce soir pour parler des affaires du Congo. De manière générale, comme vous le savez, on a l'habitude de le faire très souvent. Nous allons rapidement voilà. Bon, on va commencer par des petits communiqués, hein, des petites informations, hein, pour tout simplement. Comme vous venez de voir sous le titre, on écrit la politique du 2 qui rentre, hein, 2 qui rentre et 1 qui sort. Hein. Ça, c'est une stratégie que Sassou a mis en place pour essayer de gagner du temps, ce que nous avons appelé la bataille de Luango. Je crois que vous êtes déjà informé que nous sommes ici dans la bataille de Luango. Nous allons expliquer cette politique du 2 qui rentre et 1 qui sort tout à l'heure. Mais on va d'abord commencer par les divers rapidement, hein, que vous devez comprendre que... Bon, vous vous souvenez, à un certain moment, Antoinette Thibota nous avait traité les égarés. Vous vous souvenez de ça, hein? Quand la diaspora de Paris avait mobilisé ses troupes, hein, pour... la diaspora avait mobilisé ses troupes, hein, et les gens sont allés siéger là où elle résidait, hein, éventuellement pour démontrer à cette femme qu'elle contribue énormément à la souffrance du peuple congolais. Vous vous souvenez de ça? Et je crois que le frère Roland Nitou des Indignés de 242 faisait partie de cette équipe qui a mobilisé pas mal de Congolais sur la place de Paris. Et il y a eu, on a fait du bruit, on a beaucoup des insultes parfois pour démontrer le ras-le-bol des Congolais. Et après, elle est partie au Congo, elle nous a tous traités des enfants égarés. Nous étions des enfants égarés. Vous vous souvenez de ça? Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Alors Madame la Présidente, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux que des jeunes Congolais de la diaspora ont organisé des manifestations devant votre résidence pendant votre séjour à Paris. Comment aviez-vous vécu cette situation et quel est aujourd'hui le sentiment de la maman vis-à-vis de ses enfants? Bon, mais sans rien vous cacher, je dirais que j'étais triste.
triste de voir des jeunes, congolais ou autres, hein, la diaspora, disons comme on le dit maintenant, venir chez moi 3 jours durant, presque m'agresser. Et au début, je dis, bon, est-ce que c'était leur façon de s'exprimer? Mais chez nous, quand même, nous sommes des Africains. Ce n'est pas dans nos manières d'avoir des rapports avec les enfants que les enfants viennent agresser la maman, quel que soit le problème. Nous pensons qu'en Afrique, on respecte les mamans. Et même, on en fait des alliés d'ailleurs. Les mamans, nous sommes souvent des alliés de nos enfants. Bon, c'est fait. Et j'ai pardonné. J'ai pardonné parce qu'on dit chez nous, quand ton propre couteau te blesse, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le couteau, tu le suis, tu le ranges et tu t'en sers encore. Mais tu ne jettes pas le couteau. Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde. Donc voilà, ce sont des enfants égarés, il y en a partout dans le monde qui ont eu cette attitude envers leur maman, mais j'ai pardonné. Et je prie aussi pour eux. Je dis que le Seigneur les bénisse, que Dieu les bénisse et surtout qu'il touche leur cœur et qu'il leur donne ce que leur cœur désire. Car en fait, peut-être c'est une façon pour eux de s'exprimer, de montrer leur colère, mais pas avec la maman quand même. Bon, vous comprenez que j'aimerais encore redire à Antoinette Thibota que tu n'es pas congolaise. Hein. Il faut qu'on te le dise d'une manière claire. Nous avons déjà eu à démontrer ça plusieurs fois, qu'elle n'était pas de chez nous. Hein. C'est une usurpation qui a fait qu'on puisse incorporer Antoinette Thibota. Bon, à l'heure où nous sommes en train de parler, ce fameux clan Nkondi Nkata, hein, qui n'est pas trop loin même du trône de Luango, essaie maintenant de donner à Antoinette comme membre du clan Bouloulou. Bouloulou. Membre du clan Bouloulou. Bon, éventuellement les Bouloulous, c'est tout simplement toujours les Nkondi et les Nkata. Il n'y a pas une différence. Parce que tous ces gens sont autour de ce fameux trône du royaume de Luango. Ce trône, donc, d'une représentative de 1% des individus dans le Luango, qui ont gardé extrêmement leur silence pour pérenniser le pouvoir d'un fils Mboshi. Donc, ipso facto, la souffrance de l'ensemble des populations au sud du Congo. Hein, ça, vous le savez. Éventuellement, ce fameux port de Luango, ou le port de Pointe-Noire, qui sert de passoire des armes, des outils de combat, et tous les équipements nécessaires pour massacrer les populations au sud du Congo. Voilà pourquoi nous avons dit la bataille de Luango doit continuer de se faire jusqu'à ce que nous allons remporter la bataille de Luango. La bataille de Luango, c'est chasser le fils Mboshi sur les terres de Luango. C'est chasser le fils Mboshi dans Luango. Parce que Luango a ce fameux pétrole-là et ce fameux gaz-là qui ne profite pas aux enfants de Luango, mais qui profite à un clan, à un système, à Sassou Nguesso. Et donc, si nous pouvons réussir à couper cette durite ou ce pipeline-là qui existe entre la France et Sassou, parce que c'est à cause de ce gaz et de ce pétrole qu'il est des fonds du Congo qui est pillé à travers le pétrole de Luango, et le fils Mboshi on lui a donné la gestion complète de Luango. Donc vous voyez que si nous réussissons à gagner la bataille de Luango, nous allons donc arriver à chasser le fils Mboshi que nous appelons Sassou sur les terres de Luango. Et ça serait donc la liberté complète de tous les fils du sud du Congo. Et pour ceux qui veulent encore fautiller l'unité nationale, nous pensons qu'en ce moment-là, quand nous aurons retiré les finances à Sassou,
cette clé qu'il détient, parce que c'est à travers cette clé qu'il est protégé par les gens de Pompidou, hein, les gens de Pompidou, ce que vous appelez les Français. Antoinette nous avait traité des égarés. En réalité, c'est elle-même qui s'est égarée dans la manipulation, dans le mensonge. Elle s'est égarée en s'infiltrant dans les villes. Hein? C'est ça en réalité. Elle s'est égarée là-dedans. Elle s'est aussi égarée dans un mariage dont le crime est par excellence l'objectif numéro 1. Hein? Parce qu'Antoinette elle-même, elle pratique les crimes à grande échelle, qu'il s'agit le crime de sang, qu'il s'agit les crimes économiques. Elle pratique éventuellement ces crimes-là. Donc, elle s'est égarée elle-même, Antoinette, dans ce genre de crimes-là. Nous voulons encore demander à Antoinette Thibota, celle que vous appelez la femme du dictateur Sassou, de nous dire où est M. Tikaya. Hein? M. Tikaya, c'est le papa biologique de sa première fille que nous appelons Blandine. Hein? Nous réitérons. Et ça, c'est depuis, je crois, les années 1980-82 que M. Tikaya est porté disparu. Le grand frère de M. Tikaya était le directeur, je crois, de Novotel, hein, Novotel à Pointe-Noire, le directeur général de Novotel. Donc, M. Tikaya, son grand frère, fut le directeur général de Novotel à Pointe-Noire. M. Tikaya, le cadet, fut l'un des copains de Antoinette Thibota. Il a eu à faire un enfant, une fille, avec Antoinette Thibota. Et cette fille-là s'appelle Blandine. Celle que Sassou dansait récemment. On nous a même dit que l'enfant que Blandine a eu à faire, Blandine a fait cet enfant avec Sassou. Donc vous voyez qu'Antoinette est arrivée même à vendre sa propre fille auprès du fameux mari que nous appelons le tyran. C'est même le crime, l'inceste. L'inceste devant les ancêtres, l'inceste devant Dieu, l'inceste devant les hommes. À cause de l'argent, à cause des honneurs, elle a déshonoré, elle a vendu même sa fille à Sassou. Ouais, chers amis. C'est là où nous disons qu'Antoinette est allée s'égarer dans un foyer où elle trouve son bonheur par le biais du crime. Et nous demandons encore, Antoinette, où avez-vous mis M. Tikaya, le papa biologique de Blandine? Ça, c'est la question qu'Antoinette doit répondre. Et le peuple Vili veut maintenant savoir la vérité. Mais cette vérité, elle est laquelle? Cette vérité, c'est que quand le papa de Blandine, M. Tikaya, avait quitté la maison de ses parents ce jour-là, un matin, hein, il a porté son habit, il a mis sa cravate, son costume, il disait qu'il était parti à la présidente chercher sa fille parce que vous avez confisqué sa fille Blandine. Il n'avait plus accès à sa fille. Vous voyez, donc combien de fois vous êtes mauvais? Il avait décidé ce jour-là de se rendre à la présidence et de donc récupérer, au moins même parler avec sa fille Blandine. Il est arrivé ce jour à la présidence, il a parlé aux gens. Moi je suis M. Tikaya, je suis le papa biologique de Blandine. Hein, ce qu'il avait dit. Et Sassou, les gens qui étaient à la guérite, hein, certainement a appelé Sassou et dit, il y a un monsieur qui est ici, il s'appelle monsieur Tikaya, qui est venu voir sa fille Blandine. Blandine, c'est l'enfant que monsieur Tikaya avait fait avec Antoinette Thibota. Ouais, chers amis. Et donc, Sassou a donné des instructions. Antoinette étant informée de le faire disparaître. Donc, Monsieur Tikaya, dont le grand frère était le patron de Novotel, le cadet qui avait fait un enfant, Blandine, est parti toquer à la présidence pour chercher à voir sa fille, on l'a fait disparaître jusqu'aujourd'hui. On n'a plus jamais vu le corps, ni l'individu, où il se trouve. Aucune nouvelle de lui jusqu'aujourd'hui. Donc, M. Tikaya est porté disparu des années 80 jusqu'à ce jour. Antoinette sait ce qui était arrivé à Tikaya, à M. Tikaya.
ils ont assassiné ce monsieur, ils ont fait disparaître le corps jusqu'à aujourd'hui. Et ce monsieur, c'est le papa de Blandine, sa première fille. Donc dites à Blandine, son père biologique. Certainement, il doit connaître la vérité puisqu'il est devenu une maman qui a même fait un enfant avec Sassou. Voilà là où Antoinette est allée se rentrer. L'égaré Antoinette est allée rentrer là-dedans. Oui, chers amis. Le crime fait partie de ces individus et ça continue à évoluer. Et nous ici, nous interpellons encore Antoinette Thibota. Vous devez nous dire où avez-vous mis le corps de M. Tikaya? Où avez-vous enterré M. Tikaya? A-t-il été mis dans un conteneur et jeté au fleuve Congo? Personne ne connaît. Avait-il été donné au lion comme le président Alphonse Massamba Deba? Personne ne connaît. Donc, ça c'est une vérité. Nous demandons la vérité sur cette affaire, que Antoinette sort de l'égarement dans lequel elle est rentrée en nous apportant la vérité sur ce crime sur M. Tikaya, un fils Vili, un vrai fils Vili qui a disparu, M. Tikaya. Bon, vous savez aussi que cette famille est habituée dans le crime d'inceste. On vous apprend aussi que Bongo Omar Junior, celui qui garde, le petit qui garde la moustache là comme un vieux, hein, a enceinté la fille de Edgar Nguesso. Ah vraiment, cette famille là, c'est incroyable. Là. Donc vous voyez, vous avez vu cette liste là que qu'ils ont amené le corps de Ibobi, ou c'est pas Ibobi à Oyo là, hein, pendant le confinement, juste après le confinement en France là, on vous a étalé toute une liste. Vous avez vu que Edgar Nguesso était là-dedans. En réalité, c'était, il était venu pour une mission, éventuellement il voulait donc mettre sa fille à l'abri. À l'abri de quoi, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une façon de camoufler pour que les gens ne sachent pas qui l'a enceinté et tout, en tout cas. Oui, c'est ça qu'il était venu faire sa mission. La fille de Edgar Nguesso. Edgar Nguesso lui-même étant le fils biologique de Sassou Denis avec la femme de Maurice Nguesso. Vous comprenez? Le rouleau compresseur. Et Bongo Omar Junior, qui est censé être le neveu de Edgar, hein, a enceinté la fille de Edgar Nguesso. Donc a enceinté sa propre sœur, quoi. Hein? C'est ça qui est la vérité. Et Bongo là, c'est qui? C'est le fils de Sassou, plutôt de Edith, hein, de Dite, avec Omar Bongo. Hein, c'est lui qui a enceinté la fille de Edgar Nguesso. Bon, déjà, cette famille est tellement habituée dans l'inceste, si bien que même Sassou lui-même, c'était même la cause même qui a fait que Madame Dira, hein, qui fut la maman d'Edith, hein, avait même quitté le fou de Sassou, le mariage, parce que Sassou lui-même fautillait un pédophile, hein, il fautillait Edith à 9 ans. Hein, il fautillait Edith à 9 ans. Et ça, c'est la raison même qui a fait que cette femme-là quitte ce foyer, parce que il a trouvé seulement Sassou comme un fou. De la même façon que Sassou fait à Claudia, quand la maman de Claudia a vu Claudia sortir de la chambre de Sassou, je crois en Espagne, quand elle disait Deni, oh Makambozo, ça la moana. Ça, c'est des choses graves. Donc, ça vous montre le degré de l'inceste, du crime organisé. On cache les crimes même des pédophiles au sein de cette famille. Et donc, ça montre à suffisance que ce type ne peut jamais avoir de l'amour pour vous, le peuple congolais. Donc, nous devons nous battre à un niveau très élevé pour chasser ce type-là de pouvoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres,
que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier... là, vous me rappelez des bonnes choses.
j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, et qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.